l'invitation. Ils sont avec nous. Avec eux, nous allons procéder au décryptage de l'actualité au plan national et international. On parlera bien évidemment des élections locales en vue au Togo. Nous parlerons également des manifestations contre la vie chère quant à ce qui concerne l'actualité socio-politique au Togo. Également sur le plan international de la crise entre la RDC et le Rwanda et les escalades entre l'Israël et l'Iran. C'est Afetom qui nous assure la technique. Moi, c'est Jacques Lemoine, instant de soupir, et on se retrouve pour le vif. Alors, je commence par Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à Parfait, bonjour à la partie technique, bonjour à vos milliers d'internautes, bonjour au peuple d'Afrique. Et Jean-Claude qui n'est plus à présenter pour vous qui êtes habitué à cette émission. Jean-Claude est bien sûr le directeur de publication du journal Afrique Express et du site d'information afriquenews.tg. Pour ce qui est de notre deuxième invité, confrère Atta Parfait. Atta Parfait, bonjour. Bonjour directeur et salut à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Oui, Atta Parfait, lui, journaliste du site d'information à lomenews.tg. Et toutes nos excuses pour avoir écorché cette appellation. Alors, on va commencer. Non, bon, en fait, oui. il a longtemps fait cet organe-là avant de devenir aujourd'hui patron de son organe. Donc, c'est normal que ça puisse arriver. Donc, il est beaucoup plus connu par rapport à ça. Je ne te savais pas apte à faire la plaidoirie ou la défense. Merci à vous. La charité bien ordonnée commence par soi-même, je le disais. L'actualité au plan national et international est dense. Je veux bien commencer par le Togo. Vous le savez, le Togo, où on continue de sentir des risques de manifestations et autres, surtout après quelques manifestations d'humeur que nous avons connues les 5 et 6 juin dernier. Beaucoup de TikTokers, beaucoup d'influenceurs togolais sont sur la toile et ont appelé à la mobilisation contre la vie chère et surtout après l'arrestation du chanteur-rappeur Amron. Également, ce qui aujourd'hui frappe aux yeux, c'est cette nouvelle sortie d'un groupe d'opposition, des partis de l'opposition, un groupe de partis de l'opposition togolaise qui appelle à la désobéissance civile. Et suite à toutes ces sorties, suite à toutes ces actions, les évêques ont, de leur part, j'allais dire, appelé à l'apaisement. Alors, j'aimerais tout simplement demander à mes confrères ici leur lecture de cette actualité sociopolitique au Togo. Tel que ça se passe aujourd'hui, Jean-Claude, quel est votre regard sur le sujet? Ben, vous savez que dans une démocratie, il faut quand même que les gens à un moment donné puissent s'exprimer. Je crois que c'est dans cette logique que les gens expriment le goal par rapport à un certain nombre de préoccupations, par rapport à un certain nombre de sujets. C'est normal, hein, comme je l'ai déjà dit, dans une bonne démocratie, que les gens aient la possibilité de s'exprimer. Vous avez parlé des appels à manifestation, des appels à la désobéissance civile. Je crois que c'est normal dans une bonne démocratie, comme nous sommes en train de le faire l'expérience dans notre pays maintenant. Est-ce qu'il faut fondamentalement appeler à la désobéissance civile? Je suis resté sur ma soif par rapport à cette sortie de deux partis, deux partis de l'opposition, et puis quelques organisations de la société civile. Ce n'est pas toute l'opposition togolaise, ce n'est pas la grande opposition togolaise, ce n'est pas un grand regroupement de la classe de l'opposition. Vous savez qu'au Togo, nous avons plus de 100 partis politiques de l'opposition, mais malheureusement, nous n'étions qu'en face de deux
deux partis politiques et puis quelques organisations de la société civile. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas cherché à ratisser large, ça je ne saurais le dire, ça dépend de leur choix. Mais moi, fondamentalement, l'appel à la désobéissance civile me pose beaucoup de problèmes. Nous espérons que lorsqu'un jour ils auront la chance de prendre le pouvoir, ils accepteront que la population puisse désobéir, puisse leur désobéir. Parce que nous ne soyons pas surpris que ce que nous faisons aujourd'hui nous rattrape demain. Si vous vous habituez la population à désobéir, les autres ne soient pas surpris que la censure vous soit renvoyée demain lorsque vous serez aux affaires. Et je crois que la plupart de ces partis aspirent à gouverner demain et qu'ils ne soient pas surpris qu'également que certains, à un moment donné, appellent à la désobéissance civile et que nous espérons qu'à ce moment, ils accepteront que cela soit ainsi. Maintenant, pour les TikTokers, oui, vous savez, aujourd'hui, on fait face à la dictature de l'Internet. Je crois que c'est de bonne guerre. Ça fait partie de la démocratie, comme je l'ai dit. Et maintenant, est-ce que les appels pour lesquels ils appellent, est-ce que c'était normal ou c'est pas normal? Tout reste à se questionner. Mais je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on pourrait appeler à manifester. Vous avez évoqué notamment la vie chère. C'est le quotidien de tous les Togolais. Peut-être qu'ils auraient pu se faire ce volet-là, mais malheureusement, ils ont peut-être pris un autre point de la situation. C'est normal, c'est de leur droit, c'est la démocratie. Et maintenant, il faudrait que les autorités du pays puissent fondamentalement écouter la population, savoir qu'est-ce qui amène les gens à ce niveau-là. Il ne faut pas faire semblant on dit généralement qu'on ne cache pas le soleil avec les deux mains. Il faudrait que les autorités écoutent la population pour comprendre fondamentalement les problèmes que les gens ont aujourd'hui. La vie chère, comme je le disais, c'est notre quotidien. Il y a la pauvreté qui est là. Et donc, je crois qu'il faudrait, malgré les efforts qui sont faits de ce côté-là pour essayer de lutter contre la pauvreté, pour essayer de diminuer un temps soit peu la vie chère, il faudrait peut-être que les autorités du pays puissent faire davantage pour essayer d'apaiser la tension dans le pays. Oui, parfait. Comme Jean-Claude le disait, moi j'ai envie toujours de... Peut-être que j'allais aussi te ramener la même question, mais après son développement, j'ai envie qu'on se pose encore de ces questions-là. Par exemple, quand on parle de désobéissance civile, de quoi s'agit-il déjà? Et également, lorsqu'on prend par exemple ce qui a poussé ou bien les raisons évoquées par beaucoup plus d'acteurs sur les réseaux sociaux, il y a la libération d'Amron qui est évoquée, mais entre-temps également, la vie chère est revenue, mais beaucoup plus ce qui est encore redondant, c'est le départ du président du conseil fort Gnassingbé. Alors, tout ceci, est-ce que ça, pour nous en tant que confrères, est-ce que ça a raison d'être, j'allais dire? Merci. Je vais répondre à ta question d'une manière ordonnée et puis je vais aborder certains sujets ou certains points évoqués par Jean-Claude. D'abord, lorsqu'on parle de la situation, je parle de la situation qui prévaut actuellement au Togo. Il a parlé notamment de plusieurs problèmes que vous connaissez très bien. Par exemple, la dernière, c'est l'augmentation des tarifs de l'électricité. On a vu la vie chère, la situation socio-économique morose où les gens peinent à trouver le pain quotidien. C'est pas facile. Et depuis un certain moment, depuis la période transitoire pour l'entrée dans la 5e République et depuis la prestation du serment du président et du président du Conseil, il y a comme une léthargie dans le pays parce que les activités sont presque à genoux et ça ne marche pas en tant que tel. Et ce qui fait que ça exacerbe la situation. De part et d'autre, les gens sont
te poses la question, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ce qui donne de l'eau au moulin des TikTokers. Et comme on les connaît, quand on parle de TikTokers, ce ne sont pas des professionnels. En fait, c'est des gens qui sont... des professionnels, quand vous parlez ils ne sont pas des professionnels professionnels de médias, de communication. Ouais. Ils disent ce qu'ils veulent et dans le langage qu'ils veulent et avec les canaux qu'ils veulent. Ce n'est pas... Je pense que ça... Quand il a parlé de liberté d'expression, oui, on a dans la démocratie ou en démocratie, on parle de liberté d'expression. Mais quand on parle de liberté d'expression, où on a le droit de s'exprimer, il faut s'exprimer avec décence et modération. Et lorsque vous voyez, on peut exprimer son désaccord ou son état intérieur, mais ça va, comment le dire? Comme je le dis, avec décence et modération. Ce n'est pas de sortir pour invectiver. Ce n'est pas de dire, de prononcer de n'importe quoi et de s'écarter par rapport aux voies démocratiques pour réclamer telle ou telle chose. Et ensuite, un autre aspect, lorsqu'on regarde un peu ces TikTokers, la plupart de ces TikTokers, c'est des Togolais qui sont installés hors des frontières et ils appellent les Togolais, les jeunes, à descendre dans les rues. La dernière fois, ça s'est passé, les jeunes sont descendus. Et d'ailleurs, même, c'était un appel diffus. Parce que j'ai eu l'opportunité de poser la question, qui appelle à manifester et à manifester contre quoi et où? Je vous assure que c'était un leader politique que j'ai posé, puisqu'il a soutenu, il avait fait une sortie pour soutenir cet appel. L'initiative, j'ai demandé, mais vous appelez à soutenir une manifestation, qui lance la manifestation, elle est contre quoi et où va-t-elle se dérouler? Il a dit, ah, mais je ne sais pas, mais oh, il y a manifestation. Il y a manifestation. Et effectivement, je savais qu'il y a manifestation. Mais ce sera où? Parce qu'en tant que journaliste, j'avais envie d'aller couvrir pour voir ce qui se passe. Est-ce que les Togolais vont descendre dans la rue? Et qu'est-ce qu'ils vont réclamer? Donc, c'était difficile de savoir que certains allaient sortir à minuit. On a parlé de 6. Mais bizarrement, ça a commencé le 5. Et le 6 aussi, ça s'est poursuivi. Est-ce que c'était une révolution? Alors que la révolution ne se décrète pas. On n'appelle pas à une révolution. La révolution, elle est spontanée. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, il ne suffit pas de dire qu'il y a liberté d'expression, mais même quand on veut s'exprimer, il faut s'exprimer avec décence et modération. Et quand ils disent il faut le départ du président du Conseil ou bien la démission du régime actuel, c'est de droit. C'est la démocratie. On peut demander comment on peut agir pour qu'un régime tombe. Mais est-ce qu'ils viendront instaurer un régime dictatorial ou un régime démocratique? Parce qu'en démocratie, il y a les voies de recours et les voies d'expression. Donc, on ne peut pas créer un désordre. Si vous créez un désordre, c'est que vous allez venir retrouver un désordre. Les autres aussi vous enverront presque la monnaie de votre pièce. Donc, c'est ça que je déplore. Sinon, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais savoir comment s'exprimer. Dans la même veine, quand deux partis politiques, notamment, se regroupaient au sein du cadre de réflexion et d'action pour le changement, les entités, il s'agit de l'ANC, des FDR et de la société civile, ils appellent à un mouvement de désobéissance qui commence très bientôt le 23. C'est un moyen d'expression et de pression que ces entités utilisent pour se faire entendre et de bonne guerre pour peut-être faire tomber le régime et prendre la place. Ça, c'est comme ça. C'est aussi des partis politiques et leur vocation, c'est d'arriver un jour au pouvoir et de gérer. Donc, tous les moyens qui sont disponibles sont bons pour qu'ils puissent faire tomber le pouvoir. Donc, dans ce cadre, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que c'est un moyen légal qu'ils utilisent. Autant avoir l'écho et la popularité pour faire respecter ce mot d'ordre et autant ne pas avoir et que ce mot d'ordre puisse échouer. Mais ce qui m'inquiète, c'est de créer un chaos.
quelque part où on n'est pas. Parce que comme je l'ai dit, la plupart de ces influenceurs, de ces TikTokers, ce n'est pas seulement le TikTok qu'ils utilisent, il y a plusieurs canaux des réseaux sociaux qu'ils utilisent. Ils sont ailleurs. On peut peut-être parler des Togolais de la diaspora, des Togolais qui sont sur les réseaux sociaux. Justement, mais on peut trouver des noms pour... on ne peut pas rester quelque part. C'est quand vous êtes là, vous envoyez des gens... Dites les Togolais de la diaspora. Il y a beaucoup de Togolais de la diaspora qui ne sont pas dans... Bon, certains Togolais de la diaspora. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit bon parce que vous êtes là, vous jugez de certaines conditions dans certains pays. Est-ce que les conditions qui prévalent là où vous êtes et que vous appelez les autres à semer le chaos, est-ce que c'est comme ça que vous avez la paix pour envoyer, pour demander aux Togolais de descendre? Donc, n'essayez pas de créer le chaos parce que vous n'y êtes plus et que les autres n'ont qu'à vivre l'enfer et que vous aurez juste la voix pour dire voilà les images qui sont venues, voilà comment les gens ont souffert. Mais quand quelqu'un souffre, est-ce que c'est vous qui souffrez? Il est tellement facile de dire que tel a fait. Puisqu'ils sont restés derrière les écrans. Sinon, je pense qu'ils ont assez de moyens pour acheter un billet d'avion pour dire je viens prendre le devant, suivez-moi et on va faire ce qui se doit. C'est de ne pas. Non, c'est quand quelqu'un dit mais je vais faire de n'importe quoi devant toi, devant un automobiliste, mais quand il te cogne, il peut envoyer de l'argent, mais c'est vous qui allez sentir dans votre si entre-temps une jambe est fracassée et irrécupérable, c'est que vous en tuez et puis c'est fini. Ça, c'est des réalités. Sinon, les entités organisées comme la société civile et les partis politiques, vous voyez que la plupart du temps, ils sont là, comme on le dit, ils envoient une demande de manifestation ou bien une formalité comme cela se fait, et ensuite ils passent à la manifestation. Et certaines fois, il arrive qu'ils engagent des discussions ou des négociations, des discussions avec l'autorité de tutelle pour voir comment cela doit se faire. Et une manifestation, elle est encadrée. Ce n'est pas de semer le chaos et de mettre encore à genoux l'économie qui est déjà même à terre. Oui, alors Jean-Claude, quand je suis également le développement de ATA, j'ai suivi sur beaucoup de médias ces derniers temps, des confrères, des leaders appeler l'opposition ou bien accuser l'opposition d'avoir laissé le terrain aux réseaux sociaux, aux acteurs des réseaux sociaux. Et peut-être c'est suite à ça que les deux partis et l'organisation non gouvernementale Togo Debout ont peut-être pris sur eux d'appeler à la désobéissance aux civils. Mais jusque-là, est-ce que si on prend le sujet à ce niveau, est-ce que le retour à l'opposition est en train de se faire ainsi? Moi, je pense que c'est juste une récupération. L'opposition est en train de récupérer le mouvement qui a été lancé à travers les réseaux sociaux. Maintenant, heureusement d'ailleurs que les Togolais n'ont pas suffisamment répondu à cet appel. Maintenant, par rapport à l'appel à la désobéissance civile lancée, l'article de la Constitution invoqué, d'abord, ils invoquent une Constitution qui n'existe plus. Et ce qui m'étonne, c'est un juriste qui faisait d'ailleurs la lecture de la déclaration liminaire de cette conférence de presse-là. Moi, personnellement, ça me pose des problèmes. Je ne suis pas juriste, mais je ne sais pas s'il y a possibilité d'invoquer l'article d'un texte qui n'existe plus. Bon, maintenant, peut-être politiquement, oui, mais juridiquement, je ne crois pas. Autre chose, est-ce que c'est fondamental? Vous savez, quand on parle de désobéissance civile, il n'est pas allé au bout de l'explication totale. Mais c'est-à-dire que c'est le chaos on veut semer. Ce n'est pas une manifestation ordinaire, c'est le chaos en fait. On demande aux gens c'est-à-dire que ça, c'est le chaos on demande. Est-ce que l'opposition a intérêt à ce qui est chaos dans ce pays? Vous savez que nous sommes dans un contexte assez compliqué ces derniers temps avec le terrorisme qui est qui est au nord, qui est en Afrique, notamment au nord de notre pays. Mais demandez à ce qu'il y ait chaos dans le pays. Est-ce qu'ils maîtriseront
les contours. Est-ce que si les terroristes profitent de cette opportunité-là, je crois que quand on est politique, il y a l'arène politique, c'est beaucoup plus dans les urnes. Et d'ailleurs, nous avons des élections qui arrivent. Je crois que l'arène politique, ce n'est pas de créer le chaos, mais c'est de compétir, d'aller à la compétition. Vous gagnez, vous exercez, vous ne gagnez pas, vous restez dans l'opposition, vous apportez des contributions pour améliorer, avec des critiques également. Et le moment venu, vous apprêtez, vous gagnez dans les urnes et vous gouvernez. Je ne crois pas que le chaos soit un moyen de dévolution de pouvoir. Il faudrait qu'à un moment donné, nous ayons raison gardée. Parce que ce que nous disons aujourd'hui peut nous rattraper demain. Si, à partir du 23, on constate qu'il y a un certain nombre d'actes qui se posent, faudrait-il le mettre sur le dos de la désobéissance civile qui a été lancée, ou comment le faire? Je crois qu'il faudrait, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, il faudrait avoir qu'on ait un peu de raison gardée. Oui, attends, sur ce sujet... Je ne veux pas faire... Oui. Je ne veux pas porter un touche pour défendre le juriste dont vous avez parlé. Je ne veux pas vous donner non plus son nom. Mais c'est pour dire, vous avez dit tout à l'heure qu'il a évoqué une constitution qui n'existe plus. L'article d'une constitution qui n'est plus d'actualité. Mais je pense que l'appel à la désobéissance civile ou bien à la manifestation, c'est souvent ce qu'on appelle les principes généraux démocratiques. Ils ne sont pas nécessairement inscrits, ils n'ont pas besoin d'être inscrits en lettres d'or sur noir dans une constitution. Mais c'est des principes, comme je le dis, des principes généraux démocratiques. Alors, quel intérêt avait-il ou ont-ils à invoquer un texte, notamment l'article 150 de la Constitution de 1992 qui n'existe pas? C'est pour ça que je dis, je ne porte pas de touche pour le défendre, mais c'est une certaine façon de dire que c'est un principe général démocratique. Ensuite, vous avez vu que par le passé, pas moins d'une fois, il y a d'autres organisations politiques qui ont appelé même à des mouvements Togo morts. Si vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui fait des sorties médiatiques par audio qui appelle les Togolais à observer un mouvement Togo mort. Mais c'est un test de popularité pour ces organisations de voir est-ce que je suis écouté au sein de l'opinion nationale. Est-ce que les gens vont écouter ma voix? Ce que je vais leur dire, est-ce que c'est ça? Mais seulement, là où moi je touche du doigt et que cela m'est important, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est des esprits, quand on passe par les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou les autres réseaux sociaux, on essaie de s'adresser à des Togolais d'une couche qui n'ont pas cette maturité de faire l'analyse des choses et qui tombent dans le piège de ces appels. Surtout les TikTokers, ils ont une influence pas possible au sein d'une majorité des Togolais qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est loisible de faire et ce qui ne l'est pas. Pas plus que hier soir, je parcourais sur une plateforme où j'ai vu une capsule vidéo où des gens ont réuni des enfants dont l'âge est compris entre 6 et 12 ans. Ça dit c'est des mineurs. C'est des mineurs, ils ne sont même pas adolescents et qui disent qu'eux, ils sont que pour la manifestation du 26. Et qu'ils n'ont pas mangé, ainsi de suite. Vous voyez, est-ce que c'est bon de manipuler de ces esprits? Parce que autant vous voulez utiliser ces esprits aujourd'hui pour faire du mal à quelqu'un, mais vous êtes en train d'élever aussi des vipères contre vous. C'est ce que je disais. C'est pour ça que je ne suis pas surpris qu'à un moment donné, soit rattrapé par ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Justement, c'est pour ça que je dis, pour, par exemple, la désobéissance civile, il faut comprendre, au fait, ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est de manquer du respect aux lois de la République. C'est-à-dire que, par exemple, vous refusez de payer les taxes, vous brûlez les feux rouges, vous refusez... C'est-à-dire que c'est un chaos, en fait. Justement, là, c'est encore moins par rapport à l'effet. Vous dites, comme l'exemple que vous avez dit, je manque de respecter le feu. Tu avances. Ce qui m'arrive, c'est immédiat. C'est monnaie cash. J'évite de payer les taxes. Par exemple, après. Tout à l'heure, il y a vérification, contrôle sur la voie.
La police t'arrête, elle t'enlève ton engin. Vous voyez que c'est moins impactant que de créer et d'élever, de former des serpents ou des diables de demain. Ah, justement, je comprends. Il y a, selon ce que Atta dit, il y a des degrés de manifestation de si je brûle un feu rouge, c'est cash, je perds. Je n'ai pas payé le TVM. Je sors avec ma voiture tout à l'heure, je tombe sur les forces de l'ordre qui font le contrôle de ces taxes. Là, ma voiture est à même temps. Non, justement, dans cette affaire de désobéissance, quand les forces de l'ordre vont les appeler, ils vont refuser de s'exécuter. Ça dit que c'est ça, en fait, c'est tout un chaos qui est organisé. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi par rapport à l'effet des réseaux sociaux. Maintenant, il faudrait peut-être trouver un mécanisme pour essayer de cadrer l'usage des réseaux sociaux. Parce que c'est pour ça, dans ma première prise de parole, j'ai parlé de la dictature des réseaux sociaux. Nous faisons face aujourd'hui à la dictature des réseaux sociaux. Maintenant, quels sont les mécanismes pour pouvoir organiser ça? Ça relève de la compétence de l'État. Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas comment ça peut se faire. Ces derniers temps, pour ne accuser personne, parce que, bon, tout le monde, chacun fait ce qu'il croit utile de faire. Mais jusque-là, quand je vois également ce qui se passe sur les réseaux sociaux et quand je vois la façon dont la presse est souvent traitée, contrôlée, suivie, sanctionnée, et parfois même avec l'autocensure que certains médias se font. Non, mais c'est parce qu'ils sont des professionnels. Ce sont des professionnels. Comme le disait, ceux qui sont derrière leur appareil, derrière les TikTok et autres, ils ne sont pas des professionnels. Mais est-ce qu'en le faisant, jusque-là, est-ce que ce n'est pas peut-être fragiliser les médias qui auraient pu faire le travail autrement et donner vraiment la voie libre aux réseaux sociaux où tout peut se faire? Parce que là, il suffit que quelqu'un écrive quelque chose tout de suite, on peut l'appeler, la hack peut l'appeler. Mais là, si quelqu'un dit de n'importe quoi... Non, je crois que il y a le code, il y a la loi sur le numérique. Oui, je pense que la compétence de la hack ne s'étend pas au-delà des médias classiques. C'est-à-dire les journaux, mais je crois... Bon, qui n'est pas encore applicable. Prend en compte les réseaux sociaux. Donc, peut-être que ça va se gérer, mais je crois que ça sera très difficile. Très difficile, c'est ce que moi je dis. Justement, c'est ce que je dis. Lorsque des gens sont hors des frontières et ils savent que ce qu'ils font, s'ils étaient sur le territoire, serait tombé sous le coup de la loi et qu'ils sont là et qu'ils le font comme si c'était loisible, c'est ça qui est à déplorer. Et lorsqu'on utilise même des mineurs, des enfants, pour les transformer, on les utilise aujourd'hui, mais c'est comme ça. Vous avez vu au niveau des terroristes en Afghanistan et puis les Mohamed Merah. On les a utilisés contre des cibles, mais après, lorsque vous ne maîtrisez pas, cet esprit-là revient en effet boomerang contre vous. Parce que quand il aura fini son job de l'autre côté, il devient puisque vous avez manipulé sa conscience et il reste une personne dangereuse autant pour autrui que pour soi. Parce que lorsque vous n'éduquez pas bien votre enfant, autant il peut aller voler. S'il a volé plusieurs fois chez le voisin et qu'il vous a ramené, autant il viendra voler pour vous aussi. C'est la même chose. Très rapidement, on peut revenir en quelques minutes sur peut-être les mobiles, même si, même si toutes ces manifestations d'humeur et tout sont parfois dans leur manière de s'organiser à déplorer. Mais le mobile, lorsqu'on prend par exemple la cherté de la vie, ça c'est une chose, c'est une réalité. Lorsqu'on prend par exemple certains faits, alors qu'est-ce qu'on peut demander aujourd'hui aux gouvernants pour mieux, parce que là, si tel est le cas, que les gouvernants peuvent faire quelque chose, autant le faire, n'est-ce pas, Jean-Claude? Non, il faut fondamentalement, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole vers la fin, il faut trouver des mécanismes pour essayer de réduire un tant soit peu la vie chère. Parce que, quoi qu'on dise, la vie chère contribue à ce que les gens, à un moment donné, disent, bon, je n'ai plus rien à perdre, je ne trouve pas à manger, j'ai faim, je n'ai pas d'issue, je ne sais pas si demain je vais trouver à manger. Donc, autant peut-être sortir manifester. Mais
si la personne sait que, bon, au moins, elle va trouver à manger, elle a un petit job où elle peut aller, je crois que ça va estomper la situation. Beaucoup de choses sont faites pour essayer de réduire le taux de chômage, pour essayer de réduire un tant soit peu la pauvreté. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas suffisant. Et il faudrait que les gouvernants puissent travailler davantage sur ce volet-là. Parce que pour moi, je suis d'accord avec un imminent artiste qui a dit que la plus grande opposition du pouvoir actuel, c'est la pauvreté. Et vous savez, on dit généralement, le sac vide ne reste pas debout. Quelqu'un qui a faim, il est vulnérable, il est manipulable. Donc, c'est ça qui fait également que lorsque les gens appellent à manifester, ben, le gars, il ne fait rien, il sort, il tourne, il ne fait rien. Ben, il se dit, ben, moi, je vais aller manifester. Mais vous croyez que si la personne là a quelque chose à faire, il a une affaire à négocier quelque part, il ne va pas aller manifester. Donc, il faudrait que les autorités comprennent le ras de bol de la population par rapport à la vie chère, par rapport à la pauvreté, trouver les mécanismes pour pouvoir estomper cela. Je crois que ça permettra d'apaiser un tant soit peu le pays. Aujourd'hui, quand vous prenez le maïs, le bol du maïs est au-delà de 1000 francs. Et pour l'écraser. Pour l'écraser, le bol qui était écrasé à 200 francs, aujourd'hui est passé à 350. Donc, vous comprenez que pour pouvoir avoir la farine d'un bol de maïs, il faut peut-être débourser 1500 francs. Or, ce n'est pas évident de trouver 1500 francs aujourd'hui. C'est compliqué. Oui, attends, sur cette question, aux autorités, quel est le message en tant que confrère, en tant qu'homme de médias? Je ne vais pas m'ériger en conseiller parce qu'ils sont déjà un point de vue suffisamment équipés de conseiller. Oui. De conseiller sur Nous avons d'ailleurs un conseiller politique à la présidence qui a été nommé. Vous le savez. Pourquoi tu fais l'étonner? Nous avons un conseiller politique. Oui, mais est-ce qu'il est le seul? C'est qui le... Il y en a des conseillers. Ils sont nombreux. Quand vous avez parlé d'un, c'est pour ça que j'étais un peu curieux de savoir c'est qui le principal. Alors, non, mais certes, ils sont nombreux, mais il y a quelqu'un qui a été officiellement nommé à titre de conseiller politique. Peut-être le dernier. Bon, c'est... Je pense qu'il y avait toujours des conseillers politiques. Donc, si on a ajouté le nom... À ma connaissance, je n'ai pas vu un décret qui nommait quelqu'un pour conseiller politique. Mais nous savons qu'il y a des conseillers politiques. Je suis d'accord, mais un décret formel, bon, je ne sais pas s'il y en a eu avant. Je dirais que c'est le dernier. On ne va pas épiloguer là-dessus. Je ferme cette page même. C'est vrai qu'il y a des réalités qui dépassent les frontières, qui sont extranationales. Et je veux parler du coût de l'électricité, parce que le Togo n'en produit pas. Nous achetons de l'électricité, tantôt du Nigeria et tantôt de l'extérieur, du Ghana et d'autres pays. Et vous avez vu, la dernière fois, quand on a augmenté les frais de l'électricité au Togo, j'ai fait quelques recherches. Au Ghana, on a augmenté et pour l'électricité et pour l'eau. Une semaine, c'était le Sénégal qui augmentait le prix du carburant chez eux et le litre coûte actuellement 900 francs le litre. Et de ce coup, le Sénégal prend la tête des pays les plus chers en termes de produits pétroliers. Si nous n'avons pas des leviers pour agir... Le Mali également qui a augmenté Ils sont à combien? Je ne pense pas qu'ils atteignent 900. Non, ils doivent être, je crois, autour de 800. Oui, mais c'est le Sénégal qui prend la tête. Qui bat le record. Oui. Si nous alors que c'est un pays producteur. Le Sénégal, oui, il produit le pétrole, oui. je ne sais pas. Donc, si nous avons des secteurs où nous ne pouvons pas agir, je pense qu'on a d'autres quand même sur lesquels on peut agir. Vous avez parlé d'électricité, du coût de la vie. Je pense que si on ne peut pas, puisque nous ne produisons pas ni des produits pétroliers, ni l'électricité, nous pouvons agir sur certains aspects. Lorsque, par exemple, nous arrivons à produire, à impulser l'agriculture, pour que le prix du maïs ne soit pas n'avoisine pas les 900 et qu'on puisse impulser l'activité agricole et qu'on puisse acheter le maïs à 300 francs et l'écraser à 200 ou 300 francs, je pense qu'on n'est pas trop loin. On peut quand même amoindrir l'effet de ces
augmentations de prix. Ensuite, essayer de promouvoir l'emploi et d'autres secteurs où on peut agir pour que nous puissions être autosuffisants, qu'on ne soit pas dépendant entièrement dans tous les secteurs de l'extérieur. Vous voyez que nous importons du riz. Certaines fois, c'est des dons, certaines fois, on importe, et ainsi de suite. Le poisson, on importe. Le blé, on importe pratiquement. L'huile, oui, justement. Donc, tout ça, là, si on peut quand même s'autosuffire sur un plan, cela nous permettrait de ne pas dépendre entièrement de l'extérieur qui peut décider sur un coup de tête et que cela puisse vraiment envenimer la situation sociale au Togo. Et là, comme je le dis, je ne suis pas un conseiller et je ne vais pas m'ériger. Je pense qu'il faut que ces gens-là, ceux dont vous avez cité, qu'ils puissent faire leur travail parce qu'un homme ne peut pas être polyvalent pour réfléchir sur tous les problèmes sociaux. Il faut que ces gens-là, ceux qui sont nommés, qu'ils soient conseillers politiques, énergétiques ou sociaux, qui puissent faire leur travail, réfléchir, remuer leur ménage pour pouvoir faire des propositions concrètes aux dirigeants et que ces dirigeants aussi puissent écouter leurs conseillers et que peut-être que la situation puisse s'harmoniser. Jean-Claude, tu te vois réagir. Oui, pour clore définitivement, peut-être sur ce plan-là, je crois que le problème fondamental qui fait qu'il y a assez de pauvreté dans le pays, c'est parce qu'il n'y a pas une classe moyenne. Et vous savez que dans tous les pays au monde, c'est la classe moyenne qui consomme. C'est la classe moyenne qui permet à ce que l'argent circule dans le pays. Donc, il faudrait peut-être, comme il a dit, trouver des mécanismes pour créer, par exemple, des champions au niveau de l'agriculture. Pour créer des champions dans différents secteurs, vous allez voir que ces champions-là vont non seulement consommer dans le pays, mais également recruter des gens. Ces gens-là seront bien payés et ces gens-là vont également consommer. Vous allez voir que l'argent va suffisamment circuler dans le pays. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on réfléchisse à trouver des mécanismes pour qu'on ait des champions dans les différents secteurs. Oui. On va aller à un autre sujet, cette fois parler, j'avais bien voulu qu'on évoque les élections locales en vue, mais ça serait juste une question à se poser dans cette actualité politique avec des risques de manifestations et tout, alors que les élections sont en vue le 17 juillet prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus avec tous les enjeux possibles? Non, la vie d'une nation n'est pas un paisible fleuve qui coule, mais c'est marqué par des périodes de tension, qu'elles soient sociales, politiques, mais quoi qu'on dise, c'est aux dirigeants, c'est eux qui organisent et c'est à eux de voir si le climat permet de tenir vraiment le scrutin le 17. Et donc, les Togolais sont là, c'est dans les scrutins. Il y a également il y a des partis, par exemple, qui ont candidaté, qui appellent aussi à la désobéissance civile. Je ne sais pas, tout ceci, quel bazar ça peut créer. Oui, mais il y a certaines erreurs qu'on ne commet pas. Parce que, de par le passé, il y a plusieurs boycotts des élections. Ces boycotts ont coûté cher à certains partis politiques. Et donc, ce n'est pas la peine de se prendre ces résolutions pour dire « je ne vais pas participer ». Vous ne participez pas, les autres continuent et vous laissez le boulevard libre. Donc, je pense qu'il faut réfléchir pour voir, est-ce que ça vaut la peine de dire « je ne vais pas consommer » ou je vais me retirer de la table ou quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment un problème difficile, un choix difficile à faire. Faut-il aller, ne pas aller ou qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une récupération politique, même l'action des partis politiques. Parce que c'est comme vous dites à quelqu'un, et voilà, comme j'ai fait, ça n'a pas réussi. Toi, comme tu as entamé, je reste te regarder pour que tu fasses pour voir si tu vas réussir ou pas. Ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut une solidarité. Et là, personne ne peut rester les mains croisées pour dire, bon, comme Miléouéa, quoi. C'est pas ça. Oui, Jean-Claude, rapidement par rapport à cette question. Oui, bon, nous tous nous sommes d'accord que c'est différents partis politiques qui iront aux élections. Eux-mêmes l'ont dit la dernière fois, ils iront aux élections. Je crois que c'est, d'ailleurs, hein, peut-être que c'est une pré-campagne qui ne dit pas son nom, qu'ils sont en train de faire pour pouvoir peut-être s'attirer les faveurs des électeurs. Maintenant, en attendant, nous pensons que les élections auront lieu et ils participeront, puisque eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont participer à ces élections-là. Maintenant, est-ce que le climat
politique permettra, je crois que oui, pour le moment, le climat politique, la situation politique du moment permet. En attendant le 23, jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas une crise pour dire que cette crise empêcherait les élections. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une crise majeure dans le pays qui puisse empêcher la tenue des élections. Je crois que les élections auront lieu et que toutes ces formations politiques qui sont engagées participeront et nous espérons qu'au cours de la campagne, chacun pourra expliquer sa ligne politique, ses attentes, ses objectifs, ce qu'il entend apporter à la population à la base. Vous savez que ces élections concernent beaucoup plus la population à la base. C'est ça c'est les élections communales. Les élus participeront la lutte contre la pauvreté à travailler pour le développement de leur commune, pour le développement de leur communauté. Donc, je pense que c'est de bonne guerre pour que chaque parti puisse participer, apporter sa pierre à la construction de la nation. Peut-être même avant le 17, une solution, un dénouement de la crise sera trouvé. On ne sait jamais. C'est aussi un grand souhait. On va aller à l'international. On va parler de l'actualité au Moyen-Orient avec les escalades observées entre l'Iran et Israël. Israël qui a attaqué l'Iran en premier. Et on a vu l'Iran qui a riposté. On parle de l'inefficacité, en tout cas de ce qu'ils ont appelé la couverture aérienne de l'Israël contre les attaques aériennes. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce qui se passe actuellement? Est-ce que il faut parler d'une guerre qui est enclenchée au Moyen-Orient, vu que les tentacules parlant des autres pays de l'Occident qui peuvent être rentrés dans le jeu, les États-Unis, même si Donald Trump apparaît aujourd'hui comme le médiateur possible, vont-ils se laisser faire alors qu'il y a aussi des menaces qui sont brandies? Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette situation qui est née au Moyen-Orient? Le Moyen-Orient est en guerre, ce n'est pas aujourd'hui. Le Moyen-Orient est en guerre depuis le 7 octobre 2023. Donc, c'est la suite logique de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 qui se poursuit. Et je suis aujourd'hui convaincu que le 7 octobre 2023 n'était qu'une machination, c'était un montage pour atteindre les objectifs auxquels que nous voyons aujourd'hui. C'était une manœuvre pour pouvoir attaquer ces différents pays-là qui sont attaqués aujourd'hui. Et on nous dit aujourd'hui que c'est l'autodéfense. Je ne sais pas si au niveau du droit international, lorsque un pays attaque un autre, c'est le pays qui a attaqué qui a le droit de l'autodéfense. Tout ça foule aujourd'hui au pied le droit international. Maintenant, on a vu la plupart des grandes puissances qui se disent non, que l'Israël fait l'autodéfense, alors que c'est l'Israël qui a attaqué l'Iran. N'a jamais attaqué l'Israël. Directement, l'Iran n'a jamais attaqué l'Israël. L'Israël estime ou estimait que l'Iran passait par le Hezbollah et autres pour l'attaquer. En réalité, l'Iran n'a jamais officiellement attaqué l'Israël. Le deuxième argument c'est-à-dire que, comme on dit, la crise directe, que l'Iran serait prêt à avoir une bombe atomique. Ça sont des imaginations. Il n'y a pas une preuve tangible qui dit qu'effectivement l'Iran est à quelques secondes. Et il y a 20 ans que l'Israël dit à chaque instant que l'Iran est à quelques temps près pour avoir la bombe atomique. Et si l'Iran a la bombe atomique, est-ce que c'est l'Israël qui est le gendarme au monde qui décide de quel pays doit avoir une bombe atomique? Non, il faudrait qu'à un moment donné qu'on ait des raisons gardées. Ceux qui soutiennent aujourd'hui l'Israël sont les premiers à dire que la Russie n'avait pas le droit d'attaquer ou de s'auto-défendre devant l'Iran. Puisque la Russie devant l'Ukraine. Voilà. Donc on peut conclure que la Russie faisait l'autodéfense, était en train de se défendre contre l'Ukraine. Alors que ceux qui soutiennent aujourd'hui la thèse selon laquelle l'Israël est en train de se défendre sont les premiers à accuser
la Russie d'avoir envahi ou d'avoir attaqué l'Ukraine. Je crois que cette politique de deux poids, deux mesures ne devrait pas faire... ce n'est pas du tout normal. Vous avez évoqué Donald Trump. Je crois que c'est... Donald Trump, c'est les munitions utilisées par l'Israël pour attaquer l'Iran sont fournies par les États-Unis. Nous savons tous que, certes, l'Israël a beaucoup d'armement, mais en termes de munitions, l'Israël n'a pas de munitions. Ce sont les munitions des États-Unis qui sont utilisées de ce côté-là. Donc, on peut facilement conclure que les États-Unis sont déjà en guerre. Maintenant, mon inquiétude ou ma désolation, c'est que les autres pays qui soutiennent l'Iran, pour le moment, condamnent l'agression sur les bouts des lèvres. Vous savez que l'Iran a été d'un soutien assez important à la Russie par rapport à la crise en Ukraine. Quand vous voyez les premiers drones utilisés par la Russie, ces drones ont été livrés par l'Iran. Et la technologie que la Russie a utilisée pour aujourd'hui produire ces drones, c'est une technologie iranienne. Mais malheureusement, la Russie essaye de condamner sur les bouts de lèvres. Moi, personnellement, ça me pose des problèmes parce que ce n'est pas le premier cas. Vous avez vu la manière dont le régime syrien a été décapité. Et pourtant, la Russie soutenait le régime iranien. À l'époque, j'avais dit que la Russie... C'est la Syrie, oui, bien sûr. À l'époque, j'avais dit que la Russie avait abandonné la Syrie. Les gens m'ont dit non, que c'était stratégique. Bon, nous espérons que c'est également la stratégie de ce côté-là, parce que l'objectif aujourd'hui de l'Israël, c'est de décapiter l'État iranien et notamment le régime iranien qu'ils considèrent comme leur pire ennemi. Bon, alors que l'Iran n'est pas directement, n'a pas de frontière avec l'Israël. Et pourtant, l'Ukraine, qui était constituée une menace pour la Russie, faisait frontière avec la Russie. Donc, vous voyez un peu cette politique de deux poids, deux mesures. Mais ça doit interpeller nous autres Africains parce que, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez la géopolitique internationale, presque tous les grandes puissances sont en conflit. Vous avez là, il y a ce conflit Russie-Ukraine, il y a le conflit Israël-Iran, il y a également le conflit entre le Pakistan et l'Inde, même si ce conflit est pour le moment plus ou moins circonscrit. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous, Africains, nous puissions trouver notre place dans cette géopolitique-là qui est en mouvement. Et je crois que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour s'assumer. Oui. Alors, Atta, excusez-moi encore une fois. Atta, sur cette question, Jean-Claude vient de parler de la situation, de l'implication possible des États-Unis, alors que l'Iran, les autorités iraniennes même soutiennent qu'ils étaient en train de préparer... Aujourd'hui même, il devait y avoir une rencontre entre le président iranien et Donald Trump. Aujourd'hui, c'était prévu pour aujourd'hui. L'Israël a anticipé pour empêcher cette rencontre. Maintenant, la question, c'est de savoir si, par exemple, l'Israël est soutenu par les États-Unis. N'est-ce pas, les autorités américaines devraient avoir aussi connaissance peut-être de cette attaque que l'Israël préparait. Ça leur aurait échappé ou qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, Atta, qu'est-ce qu'il faut dire dans mais je pense qu'il a parlé de la géopolitique. Et quand on parle de la géopolitique, c'est qu'il faut revenir à la guerre froide qui est née après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette guerre froide, où certains pensent que cette guerre est finie, elle n'est pas finie. Il y aura toujours cette bipolarité dans la géopolitique. Et les deux blocs sont toujours là. D'une part, les États-Unis, qui veut parler des États-Unis, parle de l'Israël, parce que même les États-Unis, c'est aussi d'Israël les puissances juives qui élisent même les présidents américains. Donc, les États-Unis ont été toujours un allié indéfectible, que ce soit les républicains ou les démocrates qui prennent le pouvoir aux États-Unis, ils sont toujours restés soutien. Il constitue toujours un soutien pour la politique israélienne. Et donc, vous n'allez jamais vu... Est-ce qu'une fois, vous avez vu, un président américain dit « Je ne soutiens pas l'action Israël ». Non.
Et donc, c'est la suite. Vous avez vu, quand on parle de l'Ukraine et de la Russie, qui fait la guerre en Ukraine? C'est les deux blocs. Ça veut dire que les États-Unis qui sont derrière l'Ukraine et Zelensky, qui est comme un pantin qu'on utilise avec quelques moyens. Sinon, je pense que si c'est en cette personne, Zelensky ne pouvait pas tenir une semaine devant le feu ou la puissance de feu de la Russie. Et donc, c'est presque et les pays européens et les États-Unis. Donc, voilà le bloc Occident, le bloc Occident qui fait la guerre contre la Russie et Russie avec ses alliés qui sont la Corée, la Chine et certains qui ne se déclarent pas, la Syrie, ainsi de suite. Vous voyez, il a parlé de la Syrie, mais actuellement, vous avez vu qu'est-ce qui a causé l'échec ou la défaite de l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre? C'était parce que cette Allemagne s'était engagée sur plusieurs fronts. Actuellement, où la Russie fait face à l'OTAN, à l'ensemble des puissances de l'OTAN. La France n'est pas une petite puissance, l'Allemagne n'est pas une petite, l'Angleterre et les États-Unis sont pas... C'est des forces réunies auxquelles fait face l'Ukraine et la Russie. C'est de même. Donc, s'il faut aller soutenir mon allié et perdre de vue et m'oublier moi-même, ce n'est pas la peine. Justement, en ce moment, on a oublié. Et quand vous dites si les États-Unis soutenaient l'Israël, l'Israël ne fait rien sans que les États-Unis ne viennent en secours. Donc, comment que les diplomates disent oui, nous soutenons ou quoi, ou les appels à l'apaisement, et ainsi de suite. Tout le monde a une position qu'il défend. Ce n'est que des appels express, mais au fond, on continue à fournir. Comme vous l'avez dit, les munitions sont fabriquées ou les armes utilisées, certaines fois, comme on le dit, et c'est les armes, et l'équipement, et tout vient des États-Unis. Le renseignement. Même c'est le renseignement américain qui fonctionne les industries d'armement françaises fournissent des armes à l'Israël. Et donc, même au Togo, est-ce que nous avons, certaines fois, quand on dit que tel régime reprime, ainsi de suite, les gaz, est-ce que le Togo produit des gaz lacrymogènes? Non. Et certaines fois, là, il faut se demander, c'est quoi le droit international? Est-ce que le droit est plus fort que la force, la violence, ou si c'est la force qui impose le droit? Puisque j'ai l'impression que la force impose d'écrire le droit, et donc le droit n'est que l'expression de celui qui est le plus fort en ce moment. Et donc, le droit international, il est sujet à celui qui détient la force. C'est pour ça, en temps, la Russie, quand elle a attaqué l'Ukraine, le droit international était là, l'ONU était là, ils se rencontrent, mais ils n'ont pas pu arrêter la guerre en Ukraine. De même, actuellement, que ce soit le TPI ou le tribunal pénal international, ils ont lancé des mandats d'arrêt contre Netanyahou. Est-ce qu'ils ont pu l'arrêter? Est-ce qu'ils ont la force de faire appliquer ce qu'ils prennent comme résolution? Donc, voilà, le droit dit, mais la violence dit, la force dit, mais le droit, arrête-toi, c'est moi qui m'exprime, lorsque je vais te donner l'onction, ça va passer. Donc, le droit international n'existe pas devant la force ou la violence suprême de certains États. Jean-Claude. Oui, mais maintenant, vous avez évoqué également, lorsque vous me posez la question, que l'inefficacité des frappes iraniennes, je crois... Non, ce n'est pas des frappes, ça dit que l'Israël... on connaît l'Israël pour sa... La dôme de fer en Israël. Oui, il faut... Fondamentalement, ça... Je crois que depuis... La fébrilité du dôme de fer se faisait sentir depuis. Et je crois que cette fois-ci, ça a prouvé l'inefficacité est beaucoup plus avérée aujourd'hui avec la puissance de frappe de l'Iran. C'est vrai que par rapport à la distance, ça permet quand même à la défense aérienne israélienne de pouvoir intercepter un certain nombre de missiles iraniens, mais avec l'utilisation des missiles hypersonique, la fébrilité du dôme de fer qui protège l'Israël est aujourd'hui constatée. Vous avez vu les dégâts causés par les frappes, même si on tend à minimiser ces dégâts-là, on tend même à minimiser le nombre de... Il y a aussi une guerre communicationnelle. C'est justement une guerre de communication. Vous savez que la plupart des médias qui donnent ces informations sont des médias à qui a la cause.
entre parenthèses, à la cause de l'Israël. Donc, ils n'ont pas intérêt à décourager le peuple israélien, comme quoi les frappes iraniennes font beaucoup de dégâts. Donc, ils essayent d'une manière ou d'une autre de minimiser les dégâts. Mais je crois que, quoi qu'on dise, l'Israël même a compris que malgré sa puissance de frappe et de feu, ils n'ont pas encore réussi à anéantir définitivement les capacités de nuisance de l'Iran. Alors, on sait que la guerre, ce n'est pas une bonne chose, mais je me demande si en appelant chaque jour à la paix, ces puissances ne sont pas en train de préparer chaque jour la guerre. On a comme l'impression qu'on vit ces derniers temps la guerre au jour le jour, et on peut, si on parle de l'Afrique, on parle des pays africains et particulièrement du Togo, d'où nous émettons, est-ce qu'on peut rester indifférent? Parce que déjà, il y a des raffineries qui sont touchées par les frappes des deux pays réciproquement. Et on parle d'une possibilité ou d'un risque de flambée du prix du pétrole. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette réalité qui risque encore de venir, c'est pas envenimer la situation que les populations vivent déjà? Attends, juste quelques minutes. Oui, je pense que la guerre entre l'Iran et l'Israël, ou l'Ukraine et la Russie, ça a toujours impacté. Vous avez vu que le prix du blé avait flambé à cause de la guerre en Ukraine. Et actuellement, s'il y a des produits et exportés par l'Iran c'est que ça va avoir un impact sur la vie, le quotidien de Togolais, ça c'est clair. Mais c'est que d'une manière, intervenir ou s'impliquer dans un tel conflit, je pense que c'est comme une souris qui ose traverser la zone où des éléphants ou des hippopotames se battent. Donc, du coup, on subit jusqu'au jour où nous pouvons avoir une autonomie. Et là, lorsque certains se battent quelque part, on ne peut pas attendre des répercussions chez nous. Jean-Claude, bien évidemment, les répercussions seront nombreuses et grandes sur nous qui sommes les éternels consommateurs, les éternels demandeurs de l'aide extérieure. C'est pour cela que j'ai interpellé la jeunesse africaine. Nous devons prendre désormais notre destin à main, ne pas chercher à déstabiliser nos pays, mais chercher à trouver des mécanismes pour apporter notre contribution au développement de nos pays. Également, il faudrait que les dirigeants prennent conscience qu'aujourd'hui, sur l'échiquier international, la voix de l'Afrique ne compte véritablement pas et qu'il faut trouver des mécanismes pour que nous ayons des États forts pour que la voix de l'Afrique puisse également porter au plan international. Et donc, ce n'est que la conjugaison de l'engagement de la jeunesse et des autorités africaines que l'Afrique pourra trouver peut-être demain sa voix sur l'échiquier international. Ça rime avec ce que la conférence que Massan est en train d'organiser, n'est-ce pas? Je ne maîtrise pas les contours de cette conférence. Très rapidement, en 2 minutes, dites-moi quelques mots sur la situation en RDC par rapport à l'intervention, à la sortie de Joseph Kabila et qui réitère sa position d'aller à Goma. La résolution de la crise en République démocratique du Congo passe par l'implication de Joseph Kabila. Quoi qu'on dise, il a eu à diriger le pays pendant près de 20 ans et je crois qu'il faut l'impliquer dans la recherche de la paix. Il faut l'impliquer, mais lui-même, il s'impose, n'est-ce pas? Il s'impose, il sait que ça doit passer par lui, qu'on doit l'impliquer. Écarter Joseph Kabila dans la recherche à la paix en République démocratique du Congo, c'est peut-être déplacer le problème, mais ne pas le résoudre. Il faut impliquer Joseph Kabila dans la résolution de cette crise. Et je crois qu'il a son mot à dire, il a apporté pour la solution au niveau de la République démocratique du Congo. Attention la question pour finir. Mais je pense que ça te fait sourire parce que c'était presque ma position défendue la dernière fois avec Edgar Walla, où je dis, mais quoi qu'on dise, ce fut un acteur et il reste un acteur clé pour la résolution du Congo. Il faut que tous les Congolais, on ne peut pas exclure un Congolais dans la résolution de la crise. Et encore moins
un Kabila, je pense qu'il faut nécessairement l'impliquer. Et il a sa force, il sait ce que c'est. Et quand vous dites qu'il sait ce que c'est, ça veut dire qu'il connaît plus les rebelles? Oui, puisqu'il a dirigé le pays. Je vous rappelle, ça veut dire qu'il connaît plus les rebelles. Une seconde. Je vous rappelle que Joseph Kabila a vaincu le M23 avant de partir. Il a légué le pouvoir à Tshisekedi en ayant vaincu le M23. Donc, il connaît les mécanismes, il a les moyens les leviers sur lesquels vous dites la même chose. Nous disons la même chose. Avoir les moyens, connaître la personne, l'avoir vaincu. Quand tu as réussi à vaincre un adversaire, c'est que tu le connais. Tu connais ses faiblesses, tu connais ses forces. C'est pouvoir agir sur la personne, sur l'adversaire. C'est la méconnaissance de l'adversaire qui fait qu'il devient un adversaire mythique et qu'il est l'influence. Mais là, il faut... Et donc, on ne peut pas exclure Kabila de... Le problème, malheureusement, on est en train d'aller à la fin de cette émission. Le problème, là, c'est que les gens sont en train en tout cas, les inquiétudes que les gens relèvent, c'est le fait que ce ne soit pas Joseph Kabila, qui va vers Tshisekedi pour faire... c'est pas pour une synergie de force, mais le fait que ce soit Joseph Kabila qui aille vers... c'est pas... qui aille à Goma, discuter avec le mouvement et revenir. C'est là où on se demande, est-ce qu'il n'est pas en connivence? Qu'est-ce qui est reproché à c'est des questions, c'est des inquiétudes qui sont Alors, soulevées. qu'est-ce qui est reproché à Kabila? Ce qui est peut-être reproché, selon les inquiétudes qui sont recoupées, c'est de savoir pourquoi pourquoi il peut aller, discuter avec les mais forces, si vous n'avez pas le talent ou vous n'avez pas le courage d'aller discuter et quelqu'un peut, je pense qu'il faut l'ériger en messager ou en médiateur qui puisse parler avec les deux parties et que la solution puisse être trouvée. On peut recaricaturer. On prend par exemple les terroristes qui sont en train de déranger les Maliens au nord, par exemple. Et l'ancien président vient, ayant connu ces terroristes, les ayant vaincus, tout ça là, et puis il décide d'aller les voir. Et alors que pour aller même rentrer dans ces zones-là, c'est hyper difficile. Je crois qu'il y a une mission de médiation dans cette affaire. S'il y a une mission de médiation, ça veut dire que l'objectif n'est pas militaire. L'objectif, c'est de trouver un mécanisme pour rapprocher les différents belligérants. Quand de médiation, ça veut dire que Joseph Kabila a été envoyé comme médiateur parce que pour ce concert, c'est Fort Nassingbe qui est mandaté par l'Union européenne aujourd'hui. L'Union africaine, laisse-moi finir. Si on a décidé de passer par des médiations, c'est que l'option militaire n'est plus de vigueur. On n'a plus opté pour l'option militaire. Ça veut dire que l'option militaire a trouvé ses limites et on a mis l'option militaire de côté. Aujourd'hui, c'est le dialogue, c'est la discussion. Mais s'il y a un citoyen qui peut servir de couloir de discussion, pourquoi vouloir l'exclure, le mettre de côté? Le mettre de côté. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir concilier les deux parties. Mais il y a une personne qui peut servir de pont pour les négociations. Pourquoi vouloir exclure cette personne? Mais si on n'est pas d'accord pour les négociations, alors optez pour l'option militaire. Et je crois que si c'était l'option militaire, aujourd'hui, le M23 allait déjà prendre Kinshasa. C'est parce qu'il y a l'option des négociations avec l'implication de l'Union africaine et l'implication du président du Conseil du Togo qui ont permis aujourd'hui à Kinshasa de respirer. Donc, toute personne qui peut servir de couloir pour essayer de réunir les deux bords, je crois qu'il faut l'utiliser. C'est pour ça que j'ai dit, ne pas inclure Joseph Kabila dans la recherche de la résolution de la crise en RDC, c'est déplacer le problème. Malheureusement, on est à la fin de cette émission. Merci à vous, auditeurs, auditrices, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. Nous étions dans l'émission Tour de la presse, autant pour moi. Et c'était avec mes deux confrères. Je veux parler de Jean-Claude Bakali, qui est le directeur de publication du journal Afrique Express et du site d'information afriquenews.tg.
et avec Attar Parfait, lui, journaliste du site d'information lomenews.info. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. À la technique, c'est Afet Tom à qui nous disons merci de nous avoir accompagnés. Bye bye.